Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce quatrième podcast portant sur l'entraînement, la nutrition, l'activité physique, la composition corporelle et toutes ces sortes de choses. Donc aujourd'hui, j'aborde dommages musculaires, récupération. Donc on va tourner dans ces eaux-là, on va graviter autour de ça. Donc un peu l'impact à court terme que l'entraînement va avoir sur l'organisme. C'est des choses qui sont passablement complexes. Donc il y a beaucoup d'éléments qui viennent s'entrecroiser. Il y a aussi, comme c'est fréquemment le cas, il y a de la controverse, il y a des choses où il y a certaines ambiguïtés. Donc, c'est assez particulier là, de tout ce qui entoure la récupération, le dommage musculaire, bref, les effets pas trop positifs que l'entraînement à très court terme va avoir sur l'organisme. J'aimerais ça commencer peut-être par un peu identifier les principales composantes ou les principaux éléments du dommage musculaire qu'on va observer. Après ça, peut-être voir quelles sont les principales causes de ce dommage-là, puis c'est quoi les répercussions. Après ça, on pourra explorer un petit peu différentes stratégies, et il y en a plusieurs, on ne les verra pas toutes, mais quelques stratégies, dans le fond, qui visent à atténuer ça ou stimuler la récupération, tant au niveau de l'entraînement plus de nature aérobie que l'entraînement de nature musculation. On va voir que c'est deux modes d'entraînement qui ont l'air diamétralement opposés, puis en réalité, sont pas tant opposés que ça. Il y a quand même pas mal de similitudes au niveau du dommage musculaire. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui s'entrecoupent là-dessus. Alors, si on commence peut-être par définir le dommage musculaire, traditionnellement, on entend parler des déchirures de fibres. Donc, c'est le classique, là, quand tu as du dommage musculaire, c'est parce que tu as déchiré tes fibres. C'est surtout causé par la musculation. Puis, on a vraiment une image très forte, là, presque d'une feuille de papier qui est déchirée après l'entraînement. Bon, c'est pas tout à fait ça. C'est pas des fibres musculaires qui vont déchirer comme telles, mais il y a effectivement, dans le dommage musculaire, un bris de structure. Donc, il va y avoir des microstructures à l'intérieur du muscle qui sont à l'intérieur des fibres musculaires. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des myofibrilles, qui vont être dans le fond des agencements, des regroupements de sarcomères, de petites unités contractiles. Et ça peut arriver où on va observer littéralement une déchirure, une brisure à l'intérieur de ces structures-là, principalement causée par un stress mécanique important. Donc, il y a eu une tension qui a été appliquée sur cette structure-là qui a causé une rupture de certaines composantes. On peut avoir des composantes plus de type architectural, donc des composantes relativement statiques qui ne vont pas exécuter la contraction musculaire, mais qui vont être un peu la charpente, la microstructure à l'intérieur de la myofibrille. Et aussi, on peut avoir des ruptures ou des dommages au niveau vraiment des éléments contractiles. Alors, ce qui va arriver en termes de déchirure comme telle, c'est que la tension mécanique sur différentes unités va être excessive et ça va faire en sorte que la fibre va déchirer. La petite structure, donc la myofibrille. Alors, les gens, quand on entend ça, on dit « Ah, ben, tu as mis trop lourd, alors c'est ça qui a causé le dommage. » Mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas trop lourd pour ton muscle. C'est trop lourd pour une unité microscopique ou une multitude d'unités microscopiques. Donc, ça ne prend pas nécessairement une charge importante qu'on soulève pour causer des microtraumatismes, donc des ruptures de ces petites structures-là, parce que c'est vraiment très petit. Alors, la force d'un muscle, c'est l'agencement puis le synchronisme du travail de ces petites structures-là ensemble. Mais chacune d'elles n'est pas si forte que ça, elle n'est pas capable de résister tant que ça à une surcharge. Donc, il peut y avoir un contexte particulier qui va faire en sorte qu'à un moment donné dans la contraction, dans le mouvement qu'on va exécuter, il va y avoir plus de stress mécanique sur une certaine partie des structures et ça peut causer une rupture sans nécessairement qu'on ait 2 tonnes de charge à déplacer. Donc ça, c'est un premier élément.
Ensuite, il peut y avoir d'autres dommages au niveau de l'enveloppe de la fibre musculaire. Donc ça, c'est plus des dommages qui vont être associés à des aspects biochimiques, donc des fuites de certains éléments qui sont présents dans la contraction musculaire, par exemple le calcium, qui peuvent venir à affecter la membrane qui va causer des dommages, un peu une forme de perforation. Donc ces fuites de calcium-là qui vont arriver lors des contractions musculaires, bien, peuvent devenir problématiques puis initier un processus qui va, dans le fond, causer un certain dommage musculaire puis une perturbation des capacités du muscle. Ensuite de ça, le dommage musculaire peut aussi se manifester dans la capacité du muscle à se contracter. Donc ça peut partir autant de l'influx nerveux, donc de la commande électrique qui s'en va jusqu'à une fibre musculaire, jusqu'à sa capacité de répondre à ce courant électrique-là et de contracter. Donc je parlais un peu du calcium, mais ça aussi, ça peut arriver, les flux de calcium à l'intérieur d'une fibre musculaire peuvent devenir problématiques et perturber ce qu'on appelle le cycle de couplage, contraction qu'on peut observer à l'intérieur d'un muscle. Donc, c'est assez complexe, mais c'est plus pour illustrer que la problématique du dommage musculaire, c'est pas comme un mur de briques qu'on frappe avec une masse puis qu'on fait un trou. Donc, c'est pas nécessairement parce que je vais mettre pesant que je vais faire un gros trou puis que je vais briser mon muscle. Ça peut prendre moins que ça. Et surtout, ça peut prendre la forme, par exemple, d'activité cardiovasculaire. Donc, je peux faire un entraînement sur vélo et le stress mécanique, les perturbations biochimiques qu'il va y avoir lors de l'effort peuvent être suffisantes pour causer du dommage musculaire. Pourtant, je suis sur un vélo, je ne soutiens même pas le poids de mon corps. Alors, ça, c'est vraiment important à comprendre là, parce que sinon, on en vient à conclure que la seule façon de causer du dommage musculaire, c'est de mettre plus lourd. Alors ça, c'est une façon évidente. Mais il y a plusieurs autres façons. Donc, les perturbations métaboliques qui peuvent engendrer des complications. Il y a la fatigue à l'intérieur d'une série qui va faire en sorte qu'on a moins de fibres musculaires qui sont capables de participer à l'action musculaire. Parce qu'une fibre, lorsqu'elle est fatiguée, bien, elle va sortir du processus de contraction, donc ce qui donne une tension mécanique potentiellement plus importante sur les autres. Donc je sais que c'est complexe, je sais que c'est pas évident, mais je vous le dis, le dommage musculaire, là, c'est ça, c'est complexe. Là. C'est pas aussi simple qu'une tape dans le dos, puis ça fait mal, puis j'ai causé du dommage. Donc c'est assez complexe là-dessus. Donc tout ça, ça se résume à, dès que j'ai des contractions musculaires en quantité et en intensité suffisante, je peux observer du dommage musculaire et ça veut dire que je vais avoir des besoins en récupération qui sont accrus. Donc là, on tombe dans une autre problématique, c'est comment on fait pour quantifier la récupération? Comment on fait pour savoir est-ce que j'ai récupéré ou non? La grande majorité des gens qui s'entraînent vont y aller à l'émotion, au feeling, comment on se sent, puis comment ça va. Aujourd'hui, je sens que j'ai récupéré, donc ça va bien aller. Donc, c'est vraiment très subjectif, c'est une perception presque de bien-être qui va déterminer comment on se sent, puis si on a récupéré ou non de l'entraînement. Et je suis certain que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous lorsqu'on a fait un entraînement le lundi, le mardi, on se dit « Ah, j'ai pas récupéré », le mercredi « Ah, je me sens bien, je vais aller m'entraîner », puis finalement, on n'a pas une si bonne séance d'entraînement que ça va pas si bien que ça. On n'est même pas capable de reproduire le même entraînement qu'on avait fait le lundi. Donc, ça, c'est un indicateur, et c'est probablement l'indicateur le plus fort que la récupération n'était pas au rendez-vous. Donc, lorsqu'on n'est pas capable de reproduire un effort, ça veut dire que nos capacités sont en dessous de ce qu'elles étaient et à ce moment-là, on trouve à ne pas avoir récupéré. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que c'est bon, ça veut juste dire qu'on n'a pas récupéré. Donc, on peut parfois planifier des entraînements pour accumuler une certaine fatigue. Donc, on peut faire un bloc d'entraînement, une semaine de surcharge, un microcycle de choc, où est-ce qu'on va vraiment viser une accumulation de fatigue. Donc, c'est sûr que le lundi, le mardi, le mercredi, je vais avoir une décroissance de mes performances parce que je n'aurai pas récupéré. Donc, on peut le planifier, mais c'est sûr que la semaine suivante, il va y avoir un allègement, puis là, on va chercher à récupérer le plus possible. Donc, ça, c'est différents éléments là, qu'on va voir. Donc, vraiment, l'élément le plus critique là, pour quantifier la récupération, c'est est-ce qu'on est en mesure de refaire le même type d'effort en termes quantitatifs, donc par exemple le même nombre de séries, en termes qualitatifs, avec la même intensité et la même charge.
Ça, c'est probablement le meilleur indicateur. Ce qui est problématique avec cet indicateur-là, c'est qu'il n'y a aucune capacité de prédiction. Il faut que je me rende à l'entraînement, il faut que je commence l'entraînement, puis c'est là que je sais si j'ai récupéré ou non. Alors ça, c'est problématique parce que moi, j'aimerais ça savoir à l'avance. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille m'entraîner aujourd'hui ou je vais aller perdre mon temps parce que je n'aurai pas récupéré? Donc, est-ce que je pourrais tout de suite prévoir une séance de récupération ou tout simplement reporter mon entraînement au lendemain? Alors, il y a peu de puissance prédictive de cette méthode-là de déterminer si on est récupéré ou non. Alors, c'est très, très, très difficile. Dans un autre balado, là, je vais parler d'une équation que j'avais développée pour déterminer la sollicitation. Bien, ça peut aussi nous donner une idée en amont, de dire, ben là, on a eu un gros niveau de sollicitation, donc on peut supposer que ça va prendre plus de temps à récupérer. Encore une fois, on suppose que plus de sollicitation va prendre plus de temps et plus de besoins en récupération, ce qui est peut-être pas le cas. Donc, on a une première problématique ici, c'est comment on fait pour déterminer si on a récupéré ou non, puis comment on fait pour prédire si on a récupéré ou non. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de bon indice. Du côté des fréquences cardiaques, il y a certaines variables qui sont de plus en plus accessibles. On parle de variabilité cardiaque. Et ça, c'est quand on parle de variabilité cardiaque, les gens ont souvent un nombre en tête. Donc, ah oui, moi j'ai une variabilité cardiaque de 57. Oui, mais c'est quoi ce chiffre-là? Puis il faut savoir qu'il y a plusieurs indices de variabilité cardiaque. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, la variabilité cardiaque, c'est tout simplement l'intervalle de temps entre les battements. Et on va utiliser différentes statistiques, des écarts types, des moyennes, etc., pour déterminer la régularité ou l'irrégularité de vos battements. Un exemple, j'exagère toujours avec cet exemple-là, mais on va prendre quelqu'un qui a 60 battements par minute. Ça veut dire que dans la minute, son cœur va battre 60 fois. Ça peut être une fois la seconde, mais théoriquement, ça peut être 59 fois la première seconde, puis une fois la dernière seconde. On va avoir encore une moyenne de 60 battements à la minute, mais on n'a pas du tout la même activité cardiaque. Alors, on a plusieurs indicateurs au niveau de la variabilité cardiaque qui peuvent nous donner une idée du système nerveux. Donc, comment le système nerveux a récupéré ou non. Donc ça peut indiquer un des aspects associés au dommage musculaire. Quand je parlais un peu du couplage excitation-contraction, donc la capacité de répondre à l'influx nerveux du muscle, bien ça, possiblement qu'avec la variabilité cardiaque, on pourrait avoir, avec certaines mesures de variabilité cardiaque, là, pour les fanatiques, là, le SDNN ou le RMSDD sont des valeurs là, qui pourraient indiquer l'activité du système nerveux sympathique puis parasympathique. Ça pourrait donner un aperçu de notre récupération nerveuse, notre capacité nerveuse à effectuer des contractions musculaires. Le problème, c'est que ça ne tient pas du tout compte des fuites de calcium, des dommages structuraux qui peuvent être présents à l'intérieur du muscle. Bref, on pourrait avoir une variabilité cardiaque qui est super belle, mais des courbatures, des raideurs musculaires, une perte d'amplitude super importante qui ferait en sorte qu'on ne serait pas capable de performer à l'entraînement. Alors, donc, on est pris à toujours estimer, toujours y aller de façon subjective pour déterminer si on a récupéré ou non. Alors ça, c'est hautement problématique, tant dans la pratique que, je dirais, en recherche. Pourquoi? Parce que on ne s'entend pas vraiment pour quantifier la récupération. Donc, quel paramètre on va observer? Et selon le paramètre qu'on observe, on n'a pas toujours le même résultat. Donc, il y a beaucoup de contradictions. Alors ça amène beaucoup de problèmes parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur comment on définit l'état de récupération puis comment on le quantifie. Alors, il y a certains chercheurs qui vont utiliser, par exemple, des marqueurs biochimiques, donc la présence de créatinine ou encore la production d'acide urique. Il y a plein de paramètres biochimiques qui peuvent être associés à du dommage musculaire. Mais encore là, est-ce que ça va être un indicateur de la fatigue nerveuse, etc., etc. Donc, je pense que vous voyez un peu le portrait. Il y a un peu la complexité un peu de dire, OK, comment on fait pour savoir qu'on a récupéré ou non? Ma mère vous dirait, tu le sais, là, quand tu te sens bien, t'es correct, puis quand tu te sens pas bien, t'es pas correct. Ouais. Mais moi, il y a des entraînements que j'ai fait que je suis rentré, j'ai commencé l'entraînement, puis je me disais, mon Dieu, ça va être l'enfer. Puis finalement, ça a donné une séance, wow, super bien. T'sais? Alors, la perception de l'effort, c'est une perception, c'est subjectif. Puis c'est difficile de uniquement se baser là-dessus. Donc, on y va avec
ce qu'on peut. Alors, déjà là, comme je vous dis, ça jette la table, ça brasse un peu les affaires. On va avoir de la difficulté à bien s'entendre sur qu'est-ce que la récupération. Sauf que, on a une idée quand même des différents processus de récupération, des différentes stratégies qu'on peut avoir pour essayer de contrer le dommage musculaire puis favoriser la récupération. Là, moi, j'ai une petite divergence avec la littérature scientifique, puis c'est bien humblement que je vais dire ça. Mais il y a plusieurs approches qui cherchent strictement à presque annuler tous les marqueurs de fatigue. Par exemple, lorsqu'on va faire des efforts, que ce soit des efforts cardio, des efforts en musculation, on va augmenter ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc, on va avoir une production de radicaux libres qui vont avoir un effet inflammatoire sur les différentes structures qui ont été impliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde juste ça, là, il y a des méchants radicaux libres qui vont aller causer du dommage, qui vont causer des problèmes et qui vont générer de la fatigue. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser des doses massives d'antioxydants pour empêcher que ces radicaux libres-là aillent causer une destruction massive des structures. Le problème de ça, c'est qu'on se rend compte que la production de radicaux libres est aussi étroitement associée à la récupération puis à la progression et aux adaptations. Donc, une grosse production de radicaux libres lors d'un effort, ça va potentiellement générer beaucoup plus d'adaptation qu'une faible production de radicaux libres. Donc, ce n'est pas uniquement associé aux radicaux libres, parce que si je produis beaucoup de radicaux libres, c'est que j'ai fait un effort à haute intensité ou à volume important, etc., etc. Il y a aussi une notion de j'ai fait un travail. Mais les radicaux libres agiraient un peu comme des messagers pour favoriser les adaptations, puis leurs attaques sur les différentes structures, donc l'effet de dégradation des structures, la réponse immunitaire inflammatoire qu'on va observer au début, c'est pas mauvais. On se rend compte que c'est assez bien contrôlé dans l'organisme. Donc, c'est un peu comme des rénovations. Alors, si on regarde un chantier de rénovation, on se rend compte que vous êtes supposé rénover la maison, construire ça, rendre ça plus beau, puis vous venez de m'arracher tous les murs, puis le plafond, puis le plancher. C'est pas ce que je veux. Oui, mais c'est pas le résultat final. Si on veut rénover, il va falloir enlever le vieux plancher pour en mettre un nouveau, il va falloir défaire les murs pour en mettre des plus beaux, etc. Donc, le processus inflammatoire qu'on observe, donc le dommage musculaire, la réponse inflammatoire associée au système immunitaire, c'est pour remettre en place les structures et entamer le processus de remodelage musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre muscle il était endommagé lors de l'effort, c'est qu'il n'a pas fait le travail adéquat. Il ne s'est pas conformé à une tâche à la perfection. Parce que s'il avait fait ça à la perfection, il n'y aurait pas eu de fatigue, il n'y aurait pas eu de dommage musculaire, le muscle aurait été en pleine forme. Donc l'organisme, il cherche un peu à atteindre la perfection, c'est-à-dire que si c'est fréquent qu'on observe ces dommages-là, cette fatigue-là, il va chercher à s'adapter. Mais il faut se poser la question, comment il fait pour savoir comment s'adapter? Qu'est-ce qui fait que le muscle décide de devenir meilleur? On s'entend, il n'y a pas vraiment de cerveau dans le muscle. Là. Fait, comment le muscle fait pour dire, moi là, je fais du développé couché, je fais du squat avec l'eau, il faut que je devienne meilleur, il faut que je m'adapte. Comment je vais m'adapter? Pensez-y, là, c'est complexe. Nous, consciemment, on ne pourrait même pas concevoir l'ensemble des adaptations qui sont requises. Donc, si on avait à taper sur un ordinateur, qu'est-ce qu'on veut avoir pour s'adapter puis devenir meilleur, pour faire un squat de meilleure qualité avec plus de charge, on aurait peut-être 10% des éléments qui sont requis. Donc, consciemment, on n'est même pas capable de concevoir tout ce que ça prend pour vraiment adapter le muscle. Alors, comment ça se fait qu'un muscle, pas de cerveau, est capable, lui, de mettre en place des adaptations parfaites, super bonnes pour faire la tâche? C'est parce que qu'est-ce qui ne va pas bien? Qu'est-ce qui est endommagé? Qu'est-ce qui a trop forcé? L'organisme va le dégrader, va le remplacer par une structure qui éventuellement va être en mesure, elle, de répondre à la tâche. Puis si elle n'est pas en mesure d'y répondre, à ce moment-là, il n'y aura pas d'adaptation. Si je mets toujours 3 tonnes sur mon squat, je vais toujours m'écraser en dessous du squat. Oui, il va y avoir des adaptations, mais je vais toujours continuellement m'écraser parce que même les nouvelles structures que je mets en place ne sont pas en mesure de soutenir cette charge-là. Donc, alors là, ce qu'on arrive, c'est que
on va mettre des nouvelles structures qui, elles, vont être fraîches et disposes, vont être peut-être mieux capables de gérer ça, elles vont être mieux adaptées. Donc, pour y arriver, il faut absolument qu'il y ait un processus de dégradation. Alors, c'est là qu'il y a plusieurs hormones, il y a plusieurs éléments, structures qui vont vraiment arriver faire un nettoyage pour dégrader les structures qui sont endommagées, qui ne font pas le travail convenablement, puis les remplacer par des nouvelles structures plus efficaces. Donc, le cortisol, c'est un exemple de ça. Le cortisol, sa production va cibler les fibres musculaires qui sont soit pas utilisées dans une contraction musculaire, soit endommagées. Donc, ça va faire un nettoyage. Je veux dire, bien, cette fibre-là, elle ne sert jamais quand on fait des contractions. Puis ces contractions, on les fait souvent. Bien, on n'a plus besoin. Là. Débarrasse-toi de cette fibre-là. On va en mettre une qui est proactive et qui est capable d'embarquer dans la contraction. Donc, j'explique ça, c'est un petit peu presque BDesque, là, mais c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Donc, si on empêche les messagers comme les radicaux libres de faire leur travail de démolition contrôlée, bien, potentiellement, on pourrait limiter notre capacité d'adaptation. Puis il y a un courant maintenant en entraînement, puis surtout au niveau de la récupération, qui de plus en plus se méfie, entre autres, de la supplémentation en antioxydants, parce qu'on réalise que ça pourrait priver l'organisme de certains messagers et de certaines adaptations. Alors ça, c'est une première piste de dire, bien, il y a une approche qui prône vraiment une supplémentation massive en polyphénol, en vitamine C, vitamine E, etc., pour vraiment essayer de contrôler le stress oxydatif associé à l'exercice. Et en réalité, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose parce que ce stress oxydatif-là, bien, c'est pas tellement la présence d'antioxydants qui est problématique ou non, c'est la relation avec l'ensemble des structures et l'équilibre qu'on va trouver avec les antioxydants et les radicaux libres. Donc, c'est un peu une forme de tamponnage qu'on va faire. Et si on vient s'immiscer là-dedans puis ajouter des antioxydants, bien, peut-être qu'on va déséquilibrer la balance entre les radicaux libres puis les antioxydants, sous prétexte que bien, pour nous, les radicaux libres, c'est méchant parce que ça détruit. Alors, c'est pas une démolition, là, on brûle tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est vraiment cibler leur action. Alors, ça devient très intéressant. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que dans la réponse de récupération de l'organisme, on va observer deux phases. Donc, on va avoir une phase initiale là, qui débute pendant l'entraînement, qui va durer un petit peu, quelques heures peut-être après, qui est une phase pro-inflammatoire. Donc, c'est là qu'on va avoir une grosse production de radicaux libres, qu'on va avoir vraiment une dégradation, donc ça va pas bien, si on veut. Mais rapidement, il y a des éléments, des substances, donc qu'on va appeler des myokines, qui vont être sécrétés par le muscle comme tel. Donc, c'est d'autres messagers qui, eux, vont venir contrôler ces radicaux libres-là, ces structures qui dégradent-là, ces molécules de dégradation-là, ils vont venir les contrôler et ils vont venir mettre en place là, l'échafaudage pour restructurer les différentes composantes du muscle afin qu'ils soient mieux adaptés. Donc, c'est tout un processus de remodelage et qui est vraiment important, puis d'aller cibler certains éléments, certaines parties. Des fois, on peut nuire un petit peu au processus global. Donc, on n'a pas nécessairement, nous, à l'externe, la vision adéquate de ce qui se passe à l'intérieur du muscle. Donc, ça peut être hasardeux parfois d'utiliser des approches assez drastiques de supplémentation, entre autres, par exemple en antioxydants, dans le but de s'adapter. Donc, je rappelle que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Il y a toujours un petit délai entre le temps que vous écrivez, que ça apparaît, puis que je le vois, puis que je puisse y répondre. Puis si jamais je n'y réponds pas, c'est probablement parce que je n'ai pas envie d'y répondre. Donc, blague à part, n'hésitez pas là, à poser des questions puis à commenter. Là, je peux dévier là, assez aisément là, du sujet pour y répondre. Ou encore, si c'est quelque chose qui est en lien avec le sujet, bien, tant mieux, on y va puis on approfondit. Alors là, on a vu un peu la complexité du dommage musculaire, on a vu un peu bien, le processus inflammatoire, anti-inflammatoire qu'on a après pour vraiment entamer le processus de récupération. Comment maintenant on va réussir à bien récupérer? Encore aujourd'hui, l'approche qu'on a, c'est on voit la récupération comme après l'entraînement. Donc, je m'entraîne, j'ai une sollicitation, j'ai un impact sur l'organisme. Et ce que je fais après, c'est ce qui va favoriser ma récupération. Ça, c'est une approche un peu réactive. De dire, bien, il y a un dommage, puis ensuite, j'essaie d'y répondre. Il faut monter un petit peu en arrière. Donc, il faut aller en amont pour mieux se préparer à récupérer.
Je vais illustrer avec un exemple. Quelqu'un qui est malnutri, quelqu'un qui fait un jeûne complet pendant des jours et des jours. Donc, ses ressources sont hautement limitées, il est hypothéqué. S'il s'entraîne, il va avoir du dommage musculaire. Puis après ça, on se dit, OK, là, il faut récupérer. Ah, ben là, on va lui donner des glucides, on va lui donner des protéines, il faut doser à la perfection. Puis là, on va se rendre compte que, ah, ben, il récupère pas bien. Puis là, on va se dire, ah, ben, attends, notre protocole de récupération n'est peut-être pas bon. Non, mais attends, il commence malnutri. Il part avec 3 prises, là. Ça va vraiment pas bien au début. C'est pas vrai qu'en quelques heures après l'entraînement, on va réussir à récupérer tout ça. Donc, on part vraiment hypothéqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer que, entre autres, les apports nutritionnels, ils sont suffisants et ils sont diversifiés. Donc, ça, c'est peut-être l'aspect le plus important et qui est surtout très négligé. On le voit fréquemment chez les athlètes. Les athlètes vont avoir des routines alimentaires, ils vont toujours manger la même chose. Et ça devient problématique, surtout parce que là, on se coupe une diversité nutritionnelle. Donc, on va vraiment limiter les nutriments qui vont rentrer à des aliments qui sont restreints. Un aliment ne peut pas contenir tous les nutriments dont on a besoin. Puis, moins on a de variété, bien, plus on court des risques de manquer de quelque chose. Alors, la loi de la moyenne étant ce qu'elle est, plus on va varier, plus on va diversifier nos apports nutritionnels, plus on diversifie nos sources de glucides, de lipides et de protéines, bien, plus les probabilités font qu'on devrait répondre avec plus de chance à nos besoins. Donc, la récupération post-entraînement, en réalité, ça commence la semaine avant son entraînement. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre l'emphase de dire, il faut que je parte avec un apport nutritionnel qui est on ne peut plus adéquat, donc en termes qualitatifs, donc la répartition en macronutriments, on veut s'assurer que pour l'activité qu'on va faire, on a suffisamment de réserves énergétiques, on a suffisamment de potentiel de récupération au niveau des lipides et des protéines, et après ça, bien, là, on peut faire un peu de l'affûtage puis travailler en finesse après l'entraînement pour répondre de façon aiguë aux exigences de la tâche. Donc, si je fais un entraînement cardio, donc un entraînement vraiment de nature aérobie, mais c'est sûr que mes réserves énergétiques vont être un peu plus importantes. Le dommage musculaire va être proportionnel à l'intensité, au type de contraction, puis à la quantité. Je prends l'exemple de la course à pied. Si je vais faire du jogging en montant, la dépense énergétique va être très importante. Donc, je vais vraiment épuiser mes réserves de glycogène. Donc, le volet récupération, on va chercher à répondre à ce besoin-là, donc combler les réserves de glycogène rapidement. Puis le dommage musculaire ne devrait pas être très important. Par contre, si je fais une course et je descends une montagne, donc il y a beaucoup de contractions par allongement ou excentrique qu'on va avoir. Ce type de contraction-là fait en sorte qu'on va accentuer le dommage structurel au niveau des muscles et puis le coût énergétique de l'effort va être moins important. Donc, les besoins énergétiques associés à l'effort vont être moins importants lors d'une course sans descente, mais les besoins en protéines, en acides aminés, vont être un peu plus importants. Alors, la nature de la tâche va un peu dicter l'orientation des besoins en récupération. Donc, ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger comme tel. Alors, le principe pourquoi on va causer plus de dommages structurels lorsqu'on a des mouvements par allongement, c'est simple, c'est qu'un muscle, ça se contracte, les protéines contractiles à l'intérieur du muscle, elles sont faites pour aller dans un sens unique. Elles génèrent du travail uniquement en se recroquevillant, si on veut. Alors, lorsque le muscle s'allonge, il s'en va dans le sens opposé, puis il ne relâche pas comme tel, il est vraiment forcé de s'allonger. Eh bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs fibres qui vont décrocher, qui ne travailleront pas, et on va se ramasser avec une surcharge beaucoup plus importante sur moins de fibres, ce qui va faire en sorte que les structures qui nous permettent de contracter vont être forcées de s'allonger. Alors, elles vont résister le plus possible. Eux autres, là, leur travail, c'est de faire ce mouvement-là, vraiment de se recroqueviller, mais la surcharge externe étant tellement importante qu'elles ne seront pas capables, et là, elles vont être forcées à aller dans le sens contraire. Et ça cause plus de dommages structurels, il y a plus de tension mécanique sur les microstructures parce qu'il y a moins de microstructures impliquées pour une même charge. Donc, c'est comme si on est moins de personnes pour déménager un piano à queue. Bien, si on est 10 pour déménager le piano à queue, chaque personne ne va pas trop forcer, ça devrait se faire bien. Si on est 2 personnes,
on vient d'en perdre 8. On a le même piano à queue, donc on va avoir beaucoup plus lourd sur chacun de nous. Ça se peut que dans les marches d'escalier, ça ne parte pas dans le bon sens. Donc, c'est un petit peu le principe des contractions par allongement ou excentriques. Donc, c'est pour ça que ça a tendance à causer plus de dommages structurels, mais on va observer un petit peu moins de dommages peut-être métaboliques ou biochimiques, donc la production de radicaux libres, etc. La réponse peut être un petit peu moins importante. Donc, l'alimentation, avant, ça va être un facteur qui va influencer dans le fond, notre capacité à récupérer du dommage musculaire. Les apports après, on va aussi y arriver, mais j'aimerais ça apporter quelques exemples. Par exemple, au niveau des types de diètes, on va observer des gens qui vont avoir une diète de type omnivore, donc alimentation nord-américaine typique, traditionnelle, répartition peut-être entre 45 et 55 % des apports énergétiques sous forme de glucides, à peu près entre 15 et 20-25 % des apports énergétiques sous forme de protéines, moins de 30 % des apports énergétiques sous forme de lipides, là, à peu près dans ces eaux-là. Cette diète-là, cette répartition-là, on peut la comparer à une diète, par exemple, de type végétalienne ou encore de type cétogène. Et on remarque que sur la récupération, on n'observe pas la même chose. Donc, on va remarquer que les gens sur une diète végétalienne, ils vont avoir beaucoup plus d'antioxydants et on remarque dans certains cas une moins grande capacité d'adaptation suite à l'entraînement. Et ça se traduit par, on a l'impression qu'il y a une récupération plus rapide. Donc, plus rapidement, on va retrouver nos capacités initiales de performance. Concrètement, là, je cours un 10 km, ça me prend 47 minutes. Je fais ça le lundi. Le mercredi, je me réentraîne, je cours un 10 km, je le fais en 46 minutes 30. Donc, je refais la même performance, je conclus que j'ai récupéré. Donc, on remarque que les gens qui vont être sur une diète de type végétalienne, ils vont avoir tendance à récupérer plus vite. Sauf que dans certains cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une progression qui est moins importante. Donc, ça revient un petit peu à la théorie dans laquelle je parlais, que la présence entre guillemets, abusive d'antioxydants pourrait limiter le travail des radicaux libres, puis ça pourrait limiter les signaux d'adaptation. Alors ça a été observé dans quelques cas. Ça ne veut pas dire qu'une diète végétalienne, vous allez avoir moins de gains, moins de progression. Pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir un impact sur votre progression. Elle peut être peut-être un peu plus lente, peut-être un peu plus rapide, en fonction du type de diète que vous avez. Mais il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas dire, moi j'ai une diète végétalienne, je vais toujours courir mon 10 km en 46 minutes, puis parce que j'ai une diète végétalienne, je ne m'améliorerai jamais. C'est pas ça. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on a une diète de type omnivore, que là on va progresser 2 fois plus vite. Lundi, je vais le courir en 46, mercredi, je vais le courir en 35, puis vendredi, je vais battre le record du monde. C'est pas ça non plus du tout, mais il faut juste garder en tête que plus l'alimentation est variée, plus elle est diversifiée, moins on risque d'avoir des pépins. Donc, plus on va exclure des aliments de notre diète quotidienne, plus il y a un risque, encore là, ce n'est pas une certitude, mais plus il y a un risque qu'on ait une récupération qui soit peut-être moins bonne. OK? Donc, c'est pas que c'est tout bon puis tout mal, là, mais il faut juste garder en tête, là, plus c'est diversifié, habituellement, mieux c'est. Donc, avec ça, ensuite de ça, la diète cétogène, ça aussi, on remarque que potentiellement, pour des adaptations de nature aérobie cardiovasculaire, il pourrait y avoir certains bénéfices là-dessus. Donc, on pourrait observer une meilleure capacité de récupération. Pour les entraînements en musculation, ça semble négligeable, donc il n'y a pas vraiment de bénéfices comme tel. Puis, quand on regarde les chiffres concrètement, c'est pas des améliorations monstrueuses, donc c'est pas des changements drastiques. Mais pourquoi j'en parle si c'est pas des grosses différences drastiques? C'est parce que c'est quand même intéressant de voir que notre alimentation va directement influencer certains paramètres associés à la récupération, mais que dans l'ensemble, même si on a une répartition extrêmement différente en composition au niveau de la diète, si la quantité est là, donc s'il y a suffisamment d'énergie qui rentre, les capacités d'adaptation ne sont pas si différentes que ça. Donc, le fait de choisir un type d'alimentation versus un autre va avoir des effets potentiellement faibles,
mais la priorité va être de s'assurer de répondre aux besoins énergétiques. Et ça, c'est probablement l'aspect le plus important. Donc, si la quantité de calories que j'ingère est insuffisante, donc si mon poids diminue, eh bien à ce moment-là, mon potentiel de récupération va diminuer aussi. Alors ça, c'est potentiellement la plus grosse embûche qu'on va rencontrer. C'est particulièrement le cas chez les gens qui veulent perdre du poids, perdre beaucoup de poids rapidement. Donc, quand ils vont créer un gros déficit énergétique, ça va beaucoup affecter leur capacité de récupération. Donc, ils peuvent ressentir beaucoup de fatigue et aussi en termes de motivation, au niveau des exercices, il est possible qu'on ne voit pas une belle progression et à ce moment-là, ça peut être démotivant. Donc, une fois que le poids diminue puis qu'il y a un plateau, bien, le fait de ne pas être capable de courir plus vite, lever plus lourd, ça peut aussi s'ajouter à un facteur de démotivation, ça peut mener à l'abandon. Donc, peu importe le type de diète, si c'est diversifié, si on répond aux besoins énergétiques, donc si le poids est stable, il y a de fortes chances qu'on ait une grosse partie de la récupération là, qui soit correcte. Là. Ensuite de ça, ben, je vais aller à l'autre extrême. Si on s'assure que nos apports sont bien diversifiés et tout va bien, maintenant dans le après, ben, vous avez le classique. On va avoir des apports en protéines. Ça, je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Ben, moi, je vais vous dire, ben, ça dépend. Donc, les apports en protéines, pourquoi on les veut? Ben, on dit que quand on va consommer des protéines après, ça va aider à la synthèse des protéines. Puis on le remarque avec des marqueurs qui nous indiquent qu'effectivement, il y a une augmentation de la synthèse des protéines. Ça, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que parce que tout de suite après mon entraînement, j'augmente ma synthèse des protéines, que je vais finir avec une synthèse des protéines positive à la fin de la journée. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'études qui observent les apports en protéines immédiatement post-effort et le rythme de synthèse des protéines, puis qui concluent que l'apport en protéines va être bénéfique parce qu'il va augmenter la synthèse des protéines, puis tout ça, ça va assurer une meilleure récupération. Mais on n'a pas nécessairement mesuré la synthèse des protéines sur 24 heures. Alors, il faut demeurer prudent. Ça ne veut pas dire que prendre des protéines après un effort, c'est pas bon. Il faut juste regarder la nature de l'effort qu'on a fait puis pourquoi on prend des protéines. Si vous faites un entraînement de musculation relativement standard, 45-60 minutes, 2 à 3 séries, 8 à 12 répétitions par groupe musculaire principaux, etc., puis vous avez une petite base en entraînement, ben, il ne devrait pas avoir une quantité astronomique de dommages musculaires, il ne devrait pas avoir un besoin épouvantable en récupération. Si par contre, vous vous entraînez depuis des années, puis tout d'un coup, vous décidez de faire un microcycle de choc, puis vous dites, moi, je vais doubler mon volume d'entraînement cette semaine. Donc, je double le nombre de séries que je fais par groupe musculaire. J'y vais là, pour une semaine costaude. Ben, là, ça se peut qu'on ait des besoins accrus en récupération, plus particulièrement parce qu'on va causer un dommage musculaire. Et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'augmenter les apports en protéines, plus particulièrement avec des protéines qui vont contenir beaucoup de leucine, parce que ça aussi, c'est étroitement associé à la synthèse des protéines. Donc, la présence de leucine va stimuler la synthèse des protéines. Donc, ça peut être un élément qui est intéressant, mais il va être secondaire à la quantité totale de protéines que vous allez consommer dans la journée. On va illustrer encore avec un exemple assez extrême. Si vous consommez la meilleure protéine au monde qui contient une quantité astronomique de leucine tout de suite après votre entraînement, mais que c'est les seules protéines que vous consommez de la journée, ce qui vous fait un total, par exemple, de 35 grammes de protéines dans votre journée, puis vos besoins, disons, sont à 150, bien oui, votre synchronisme au niveau des besoins des protéines va peut-être être optimal, mais c'est une petite roche dans l'océan parce que sur le total, vous ne couvrez pas vos besoins. Donc, vous allez finir avec une mauvaise récupération, même si votre synchronisme était super bon. Alors, et inversement, si vous consommez assez de protéines dans la journée, puis que c'est des protéines de nature diverse, donc on a une grande variété au niveau des protéines, ce qui nous offre une grande variété au niveau des acides aminés présents, puis vous ne consommez pas de protéines après votre entraînement, ben c'est fort probable que vous allez récupérer, puis que vous allez progresser, puis que vous allez être capable de vous adapter sans trop de problèmes. Alors l'idéal, ben, c'est d'avoir suffisamment de protéines dans sa journée pour combler ses besoins, puis avoir un bon synchronisme au niveau des apports en protéines, puis ça peut être intéressant d'en prendre un peu après.
Et donc, vous voyez la distinction, donc il ne faut vraiment pas perdre de vue l'ensemble là, des besoins. Ensuite, il faut bien analyser la tâche pour prévoir notre récupération. Si vous avez une tâche qui exige une grosse dépense énergétique, ben, il va falloir chercher à combler la perte en énergie, parce que si c'est une perte en énergie à l'effort, c'est surtout du glycogène musculaire, en partie hépatique aussi qui est parti, et ça, on va absolument le renouveler. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est associé à la capacité du muscle à refaire ces structures, donc à la synthèse des protéines. Donc, ça va être assez important. Donc, si mes réserves de glycogène sont épuisées, ça va être beaucoup plus difficile pour le muscle de se renouveler, de se remodeler adéquatement. Alors, ça va être une priorité. La majorité des entraînements en musculation ne sont pas très énergivores. Donc, on a un entraînement en musculation classique, ça ne bouffe pas 30 calories que ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, facile, là, ça n'a rien à voir, mais en termes d'énergie, ça ne coûte pas si cher que ça. Donc, les réserves de glycogène ne devraient pas être trop hypothéquées. Donc, les besoins en glucides après l'effort ne devraient pas être trop importants. Si je fais un entraînement plus hybride, plus type fonctionnel, mettons, pour le dire, un entraînement de type CrossFit, où là, je vais avoir des épisodes de 10-12 minutes de rameur dans le tapis, 5 km de course, des mouvements d'haltérophilie, etc. Donc, j'ai des mouvements en puissance, j'ai des mouvements qui sont plus énergivores, là, que ce soit de l'ergocycle double, du air bike, du rameur, etc. Mais je peux venir à épuiser des réserves de glycogène, surtout au niveau des membres supérieurs. Donc, si je fais du rameur, je fais du air bike, puis je fais beaucoup travailler les membres supérieurs, ben c'est possible que j'épuise les réserves de glycogène des membres supérieurs. Il ne faut pas oublier que le glycogène, il est prisonnier du muscle dans lequel il est. Donc, le glycogène qui est dans mon biceps brachii droit, il ne peut pas sortir et s'en aller aider mon biceps brachii gauche. Donc, une fois que j'ai plus de glycogène dans le biceps brachii droit, c'est fini, il n'y en a plus dedans. Il faut qu'il y en ait de l'extérieur, qui viennent du sang puis qui reviennent dedans. Là. Donc, ça se peut que, sans avoir dépensé 2000 calories dans mon entraînement, que mes réserves de glycogène dans les membres supérieurs soient pratiquement épuisées après un entraînement. Alors là, il va falloir chercher à renouveler les réserves de glycogène. Puis comme il y a des mouvements en puissance, des mouvements explosifs, donc il y a comme une composante d'allongement ou excentrique assez importante. Là, quand vous sautez, vous retombez. Le fait de retomber, c'est assez violent. Donc votre corps, le poids est accéléré par la gravité et ça frappe. Là. Donc il y a une partie excentrique, donc on peut s'attendre à avoir du dommage musculaire. Donc les besoins en protéines potentiellement vont être accrus. Alors, on peut jumeler à ce moment-là des apports en glucides avec des apports en protéines pour maximiser la récupération. On veut utiliser des choses qui sont idéalement très digérables. Donc, plus c'est sous forme liquide, habituellement, plus ça passe bien. Plus c'est sous forme solide, plus c'est complexe comme structure, habituellement, plus ça prend de temps à digérer. Donc, les aliments raffinés, les suppléments raffinés vont être plus efficaces en mode de récupération post-effort que des aliments complets. Par contre, les aliments complets vont être beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus nutritifs en termes de micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Donc, le restant de la journée, comme on a eu des apports autour de l'entraînement très spécifiques, très raffinés, très épurés, pauvres en micronutriments, puis ça n'a pas une grosse valeur nutritive autre que pour la protéine et les glucides qu'il y a dedans. Et à ce moment-là, dans la journée, on veut s'assurer vraiment d'avoir une alimentation diversifiée puis avec des aliments nutritifs. Alors ça va être des éléments qui vont être favorables pour gérer un petit peu le dommage musculaire côté nutrition. Puis dans l'ensemble des suppléments, il y en a une quantité astronomique qui est proposée pour la récupération. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment d'effet sur la récupération. Et il y en a un qui semble être tout à fait approprié, autant pour les entraînements cardio que pour les entraînements en musculation, là, pour favoriser la récupération, c'est la créatine. Donc, étrangement, la créatine va être associée de près à la récupération musculaire, tant au niveau énergétique, donc des réserves de glycogène, qu'au niveau des structures comme telles. Donc, on remarque qu'à la suite d'une supplémentation en créatine d'une semaine, donc 5 jours, 20 grammes par jour, on remarque une plus grande capacité de récupération. Donc, on revient plus rapidement à nos capacités initiales suivant un entraînement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Puis ça, c'est surtout au niveau musculation, mais aussi au niveau cardio, parce qu'on remarque que lorsqu'on va supplémenter en créatine, toujours pour une semaine, 5 jours, là, 20 grammes, mais on remarque qu'il y a une augmentation de la quantité de stockage de glycogène.
ça peut aller de façon assez importante. L'étude que j'avais lue, c'était à peu près 18% d'augmentation du stockage de glycogène. Donc, ça devient assez intéressant. Donc, et ça change un peu la perspective de la supplémentation en créatine. Habituellement, on l'utilise, on dit, ben là, je vais faire un cycle de créatine de 8 semaines, 12 semaines, etc. Mais là, on pourrait arriver à faire un cycle de créatine d'une semaine, uniquement dans un but de récupérer. Donc, je vais faire un microcycle de choc, que ce soit en cardio, en sport d'endurance ou en muscu. Et pendant cette semaine-là, on va vraiment augmenter le dosage en créatine. On va en prendre juste cette semaine-là. Puis la semaine d'après, on n'en prend plus. Donc, on ne veut pas nécessairement utiliser la créatine pour son effet sur les réserves de créatine phosphate, puis notre capacité à augmenter notre volume d'entraînement, etc. Donc, ce n'est pas pour l'aspect ergogénique performance, mais plutôt pour l'aspect ergogénique récupération. Alors ça devient un outil assez intéressant, surtout pour la plupart des gens qui vont faire du cardio, qui vont se tenir loin de la créatine, parce qu'ils vont dire « je vais devenir énorme avec ça, je vais gagner du muscle, puis c'est pas ça que je veux qu'il arrive ». Mais ça peut être quelque chose de particulièrement intéressant, là, surtout là, pour vraiment stimuler la récupération sur une semaine, où je pense à des cyclistes qui vont faire des camps d'entraînement. Donc, le classique en cyclisme, un camp d'entraînement, c'est tu cherches à complètement détruire le cycliste, là, tu veux le tuer sur une semaine. Bien, ça pourrait être super intéressant à ce moment-là, pendant cette semaine de camp d'entraînement-là, de prendre de la créatine, justement pour faciliter le renouvellement du glycogène, puis assurer une récupération plus rapide, puis un maintien des performances sur la semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant et approprié à faire. Alors, c'est quand même des choses, je vous balance ça, là, un petit peu pêle-mêle, là, mais quand même, il faut retenir là, que la récupération doit être ciblée à la tâche qu'on a faite. Puis, il faut bien identifier les caractéristiques, les besoins ou les exigences de la tâche. Donc, il faut s'assurer que c'est quoi, avoir une idée, là, combien de calories sont dépensées pendant cette activité-là. Donc, ça, c'est un élément qui est important parce que ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il faut renouveler les réserves énergétiques ou non. Ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup de travail en puissance, de mouvements explosifs? Est-ce qu'il y a beaucoup de charges que je dois retenir? Vous êtes dans un centre sportif où vous faites des mouvements d'haltérophilie et vous n'avez pas le droit de laisser tomber la barre. Il faut la ralentir pour la replacer. Ça va causer beaucoup de courbatures, ça va causer beaucoup de dommages musculaires. Pas à cause du mouvement en puissance lorsque vous montez ce mouvement d'haltérophilie, mais lorsque vous laissez tomber la barre puis vous ne la lâchez pas parce qu'il ne faut pas endommager le plancher. Donc ça va être un gros stress pour le système musculo-squelettique. Ça peut causer du dommage. Alors ça peut être intéressant à ce moment-là de favoriser une récupération un peu plus importante là, sur ces mouvements-là. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. C'est le bon temps pour les poser. Peut-être le dernier point que j'aimerais apporter avant vos questions, c'est les différences hommes-femmes. Il semble y avoir une différence homme-femme au niveau de la capacité de récupération, plus particulièrement au niveau des efforts musculaires, du dommage musculaire. Les femmes sembleraient bénéficier d'un effet protecteur selon la période, la phase menstruelle. Donc, on voit que lorsqu'il y a un pic de production d'œstrogène, à peu près, là, mettons, en milieu de cycle, là, parce que vraiment les niveaux d'œstrogène vont être les plus élevés, on va observer un effet protecteur sur le dommage musculaire. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon ou pas bon. Il faut se poser la question, il faudrait aller un peu plus loin. Ce qu'on sait, c'est que les marqueurs de dommage musculaire sont moins présents lorsque l'œstrogène est très élevé, lorsque les œstrogènes sont très élevés. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va progresser plus. Donc, je vous rappelle un petit peu au concept que je disais au début, là, s'il n'y a pas le dommage, s'il n'y a pas de structures qui sont hypothéquées, s'il n'y a pas justement de messagers qui disent « Hey, il y a du dommage », bien, ça se peut qu'on observe moins d'adaptation. Donc, présentement, on pourrait supposer que, oui, dans le milieu du cycle menstruel, peut-être que les femmes vont être plus tolérantes ou vont être capables de soutenir un dommage plus grand. Mais ça pourrait aussi dire que comme il y a moins de messagers qui indiquent qu'il y a du dommage musculaire, que pendant cette phase-là, on pourrait moins progresser. Est-ce que c'est super important? Peut-être des athlètes de haut niveau, peut-être vraiment pour des choses de travail de finesse, là. Mais en réalité, on parle de quelques jours. Là. C'est peut-être, je ne sais pas par cœur, mais peut-être 7-8 jours que les valeurs demeurent élevées.
Donc, tu sais, si 7-8 jours, c'est une semaine par mois, c'est plus élevé. Est-ce que ça va faire une grosse différence sur ton année d'entraînement? Je ne sais pas, mais encore une fois, c'est un aspect intéressant qui nous indique que, ben oui, les hormones vont jouer, mais est-ce que ça va être bénéfique ou est-ce que ça ne change rien? Donc ça aussi, c'est des choses comme ça. Merci Valérie. Super content que ça ait été pertinent et que tu aies trouvé ça intéressant. Donc les autres, je ne sais pas si tu as des questions. Questions, commentaires, des suggestions, même chose. Je regarde le score, je pense que c'est 1-0 Canadien. Donc je pense que j'ai pas eu... c'est un mauvais choix les mercredis, toujours en compétition avec le hockey. Donc question d'Alexandre. Donc une fibre musculaire ne se détruit pas, ses réserves énergétiques se dégradent. Ben, comme je disais, la fibre comme telle, écoute, c'est sûr que ça peut arriver qu'une fibre va être brisée, là, mais à l'entraînement, c'est plutôt à l'intérieur de la fibre. Donc, on va parler de myofibrille. Donc, c'est un peu comme des poupées russes. Là. Je ne sais pas ton niveau de familiarité avec l'anatomie musculaire, là, mais c'est comme des poupées russes. Fait que, tu vas avoir la fibre, à l'intérieur de ça, ben, tu vas avoir d'autres structures plus petites. Donc, tu vas avoir ta myofibrille, après ça, tu vas avoir tes filaments, tes sarcomères, etc., etc. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à l'intérieur de la fibre, on va observer du dommage. Puis ce qu'on peut supposer, c'est que s'il y a trop de structures, de microstructures à l'intérieur de la fibre, ben là, potentiellement que l'intégrité totale de la fibre pourrait être compromise. Mais ça semble être relativement rare de ce que j'ai pu lire. Donc, c'est vraiment plus à certaines régions, certains endroits, puis ça va faire en sorte que la fibre va être en mesure de s'adapter. Puis, ben oui, les réserves énergétiques vont définitivement se dégrader. Ça, c'est clair. Donc, dans une fibre musculaire, là, c'est sûr qu'à l'effort, là, il y a une perturbation au niveau énergétique, je dirais plus ou moins importante, toujours en fonction de l'effort. Fait que je ne sais pas si ça répond à un commentaire ou interrogation. Donc, Maxime, tu es en train de créer un document sur la récupération, cool, pour des jeunes athlètes. Pour les jeunes athlètes, le classique pour la récupération, je te dirais, c'est le mode de vie avant les entraînements. Donc, tout ce qui est à l'extérieur des entraînements chez les jeunes athlètes, c'est souvent ça qui est problématique. Des heures de temps sédentaire à jouer à des jeux vidéo, c'est extrêmement problématique. Plus on va être assis dans une journée, plus ça a tendance à perturber notre capacité de récupération. Donc, on veut éviter le temps assis. Fait que les jeunes athlètes sont souvent à l'école, sont pris assis de longues heures déjà. Ils arrivent chez eux, jeux vidéo. Donc, la seule activité physique qu'ils vont faire, c'est les entraînements de leur sport. Et ça devient hautement problématique parce qu'on se commence avec des jeunes qui n'ont vraiment pas une bonne capacité de récupération parce qu'ils passent des longs stretches sédentaires. Donc, je te dirais, la caractéristique peut-être la plus essentielle dans leur mode de vie, c'est de réduire le plus possible leur temps assis dans la journée. Donc, dans les loisirs, ces jeunes en sport-études ou des jeunes athlètes ne devraient pas être assis. On devrait essayer de leur trouver des loisirs où est-ce qu'ils peuvent être debout, faire des activités physiques d'intensité faible à modérée qui ne génèrent pas de fatigue. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros challenge, beaucoup plus que côté nutrition, beaucoup plus que, à la limite, que côté sommeil. Là. Je te dirais, le temps assis, c'est vraiment l'élément le plus critique dans leur potentiel de récupération. Frédéric, écoute, merci, je suis bien content. Tant mieux si tu trouves que j'ai fait des bonnes interprétations scientifiques puis que je ne me suis pas trop mélangé parce que c'est un sujet qui est quand même pas mal complexe. Récupération en fonction de l'âge. Écoute, Paul-Émile, vraiment intéressant. Puis écoute, je t'avais oublié parce que je sais que tu m'en avais parlé. Tu m'avais, de mémoire, il me semble que tu m'avais déjà parlé de ça. En fonction de l'âge, on remarque qu'il y a une plus grande tolérance chez les personnes plus âgées au niveau sur l'effet du dommage musculaire et la performance. Donc, ça veut dire que des athlètes plus âgés gèrent mieux, donc maintiennent un niveau de performance plus élevé pour un même niveau de dommage musculaire que des athlètes plus jeunes. Et ça pourrait être associé, par exemple, à des composantes psychologiques. C'est assez particulier. Sinon, de ce que j'ai vu, par exemple, au niveau des apports en protéines, ça ne semble pas être réellement plus important. Les plages d'apports en protéines, là, en récupération, là, ça va de, mettons, 1,3 g par kilogramme de poids par jour jusqu'à des fois 2 points quelques. Là, mais ça semble à peu près s'appliquer de la même façon chez les gens plus âgés.
L'autre chose pour les aînés, ce qu'il faut faire attention, c'est leur bagage puis leur niveau de déconditionnement. Et c'est peut-être ça la plus grosse particularité. Si on avait un jeune de 20 ans particulièrement déconditionné, la récupération pourrait être difficile, douloureuse, tout comme si on a une personne âgée qui est particulièrement déconditionnée. C'est plus fréquent qu'on va observer des personnes aînées, des personnes âgées qui vont être fragilisées ou qui vont être déconditionnées. Alors, c'est probablement ce niveau-là, c'est cet aspect-là qui est le plus important à déterminer. Donc, quel est le niveau de condition physique initiale? Et à ce moment-là, quelle est la demande de la tâche qui est présentée, qui va être exécutée? Et c'est ça qui va déterminer là, si on a un écart trop important entre le niveau de condition physique puis les exigences de la tâche, c'est là qu'il va y avoir des besoins de récupération épouvantables. Mais ça sera pas en tout cas, ça semble pas être si différent chez la personne âgée que chez les plus jeunes. Donc moi aussi, ça m'a surpris. Je m'attendais à avoir des besoins de récupération accrus, mais ça semble pas si différent que ça. Puis l'autre aspect, c'est que la personne plus âgée, potentiellement, est moins capable de générer un travail important à l'entraînement, donc on observerait moins de dommages musculaires. Donc ça aussi, ça peut jouer. Donc, je ne sais pas si ça répond pas les mille, mais en tout cas, j'espère que ça répond un peu à ta question. Donc, Alexandre, selon le type d'effort, la fibre va s'améliorer de façon à être plus efficace, ça peut changer plus fast. La migration des fibres, et ça, j'aurais pu faire un podcast là-dessus, juste là-dessus, c'est... ce qui va se passer, c'est que mettons dans un muscle comme tel, on n'a pas une répartition homogène, proportionnelle des différents types de fibres. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'à l'intérieur d'un muscle, il va y avoir une fluctuation un petit peu. Là. Majoritairement, c'est un changement des fibres de type 2X vers du 2A. Donc, presque peu importe l'effort qu'on fait, on semble s'en aller vers du 2A. Là, donc, que ce soit du cardio, que ce soit de la muscu, ça tend vers ça un petit peu. L'autre chose qui est vraiment le space, là, c'est qu'on va observer qu'à l'intérieur d'une fibre musculaire, on va retrouver différents isoformes sur les têtes de myosine. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, là, mais quand je parlais des protéines contractiles à l'intérieur du muscle, à l'intérieur des sarcomères, mais on va avoir des têtes de myosine, des filaments d'actine, mais on se ramasse qu'à l'intérieur d'une même fibre, on va avoir des têtes de myosine qui vont être sur un profil type 2X, d'autres qui vont être sur un profil type 2A. Donc, on ne se ramasse pas à avoir des fibres qui sont homogènes. Alors, ça vient un peu comme faire une hybridation des fibres. Alors, c'est vraiment particulier. Fait que oui, il y a une migration des fibres, mais on est encore très loin de bien cartographier les fibres, surtout à cause de la façon dont on évalue. Donc, on va beaucoup fonctionner avec des biopsies ou du marquage. Donc, ça demande des mesures ponctuelles, très localisées, qui ne nous donnent pas nécessairement un portrait global et adéquat de l'ensemble des adaptations du muscle. Donc ça, je pense que dans les 10, 15, 20 prochaines années, ça va beaucoup, beaucoup changer là, notre connaissance au niveau de la typologie des différentes fibres musculaires. Maxime, pour les mécanismes derrière la sédentarité, il faudrait que je regarde de mémoire, je n'ai pas les auteurs là, sur la sédentarité, il faudrait que je regarde, il faudrait que tu me relances là-dessus. Merci Frédéric. Donc, côté hormonal qui change plein d'affaires au niveau de la récupération, oui puis non. C'est-à-dire que le côté hormonal, c'est un médiateur. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas le patron des adaptations. Donc, le côté hormonal, il va avoir une stimulation qui va engendrer une réponse hormonale qui va causer un effet, puis une répercussion, puis une adaptation. Donc, l'hormone comme telle est rarement problématique. Donc, les hormones sont rarement problématiques. Qu'est-ce qui est problématique? C'est, est-ce que j'ai assez de substrat pour produire ces hormones-là? Par exemple, j'ai une carence énergétique sévère, il est possible que je sois moins en mesure de synthétiser différentes hormones, ce qui va faire en sorte que, je vais avoir un signal, un signal qui va dire « Hey, il faut produire telle hormone », mais la production de l'hormone ne sera pas au rendez-vous, donc je ne pourrai pas générer des adaptations. Alors, ce n'est pas tant l'hormone qui est le problème, c'est le fait qu'en amont, je n'ai pas assez d'énergie qui rentre.
où j'ai des apports nutritionnels qui ne sont pas assez diversifiés, qui sont trop vraiment là, stéréotypés d'une façon, et ça peut limiter mon potentiel à produire les hormones. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Puis après ça, les hormones, c'est vraiment du fine-tuning. Donc c'est de façon surprenante, là, quand on lit, on les mesure. Donc on va dire, quand il y a un taux de cortisol super élevé, on remarque que. Quand il y a un taux de cortisol super bas, on remarque que. Quand l'hormone de croissance, on remarque. Et on commet souvent l'erreur de dire, mais regarde, le cortisol est élevé, c'est problématique. Non, le cortisol est élevé, c'est tout à fait correct qu'il soit élevé. C'est pourquoi il est élevé, puis pourquoi il ne redescend pas. Et ça, c'est pas le cortisol qui décide ça. Alors ça aussi, c'est un aspect important. Fait, oui, les hormones sont importantes, mais c'est des messagers. Donc, il faut voir à la base, est-ce qu'on est capable d'envoyer le signal? Est-ce qu'on a tous les outils pour que le signal se rende? Puis après ça, est-ce qu'on a tous les outils pour répondre à ce signal-là puis dire oui, on s'adapte ou non? Donc ça, c'est un aspect important. Donc, c'est pas tant de jouer sur les hormones, c'est plus de jouer sur en amont puis en aval, est-ce qu'on est capable de répondre puis envoyer le message correctement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller regarder la fin du match de hockey. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions de sujets, des choses que vous aimeriez qu'on discute. Je suis bien ouvert à ça. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un champion du monde. Il faut que je trouve de l'information sur les différents sujets. Donc, je suis à la merci de la littérature scientifique puis de mon expérience de terrain. Alors, je vais faire de mon mieux pour essayer de trouver des réponses aux questions, trouver des sujets intéressants. Mais si vous en avez des idées de sujets, ça va me faire plaisir d'essayer de les aborder le plus rapidement possible. Puis, n'hésitez pas à visiter mon site drkin.com. J'ai plein de formations que j'ai un gros billet, mais personnellement, je trouve super intéressant. Fait qu'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez des questions sur les formations, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Puis, si tout se passe bien, on se parle la semaine prochaine. All right? Bye bye.